Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est fait nous. Notre invité est un observateur permanent de nos sociétés. Il y puise les opportunités de rire ou de sourire de nous-mêmes et des autres, de nous faire réfléchir aussi depuis 30 ans. Il est en quelque sorte le thermomètre qui mesure le niveau de notre fièvre sociale et politique. Et il a de quoi faire sur nos territoires secoués par tant de soubresauts. Bonsoir François Gabour. Bonsoir Jean-Marc. Ravi de te recevoir. Merci. Tu es quelqu'un qui en général n'aime pas trop parler de lui, mais là, si, il va falloir le faire. Je répondrai à vos questions très chères. Et tu as accepté de jouer le jeu. Ouais, Merci ouais, beaucoup. On t'a donné beaucoup de travail. C'est quoi? C'est une vraie introspection que de retracer, de revenir un petit peu comme ça sur son parcours à travers des photos ou des vidéos? En fouillant là-dedans, c'est vrai que j'ai fait un petit tour dans mon passé. Mais c'est vrai qu'à travers aussi la musique, qui touche beaucoup, où il y a un aspect très très sensible, donc tu fais un tour quand même aussi dans ton passé. Ouais. Alors il y a des experts qui observent la société pour la comprendre et l'expliquer. Toi, c'est plutôt, on va dire, pour en sourire, mais aussi parfois pour nous faire réfléchir. Et puis pour me faire du bien. Ça peut être aussi très égoïste. Et comment tu résumerais aujourd'hui, si tu devais choisir un mot pour décrire ton activité professionnelle, ton métier? On va dire que je ne vais pas penser en termes de métier, mais je vais penser en termes de ce que je suis, c'est-à-dire un créatif. Ouais. Un dessinateur, un caricaturiste. Un créatif. Ouais. C'est-à-dire le dessin n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à raconter, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à partager à travers ou le dessin, ou la peinture, si je peignais, ou la danse, si je dansais, ou la musique, ou le théâtre. Avant de reparler de ton parcours professionnel, on va commencer par parler de toi. Et avec ces magnifiques photos que tu nous as envoyées, c'est Kimounouye. Alors, tu n'as pas de crayon là, donc il faudra utiliser les mots. En 3 mots, comment tu pourrais te décrire? Alors, quelqu'un qui est en permanence Ça va faire plus que 3 mots. Hein. Tu m'as le barré là avec moi. Qui s'interroge en permanence. Et donc qui cherche réponse aux questions. Voilà. Et puis qui n'arrête pas de penser. Donc voilà, même quand je dors. Alors la première photo, ça ne va pas être une photo de toi, mais une photo de là où tu as grandi. Ouais. Ce quartier, lequel? Gaudissart, hein. C'est un quartier nord de Fort-de-France, bâti dans les années 70. Tu fais partie du grand quartier de Floréal? Oui, c'est ça. Et nous vivions je crois, au 3e étage, quelque chose comme ça. Et j'en ai de très très bons souvenirs et j'y ai passé une très belle jeunesse, une très belle enfance. Alors l'enfance, justement, on va te retrouver à quoi, 7-8 ans sur la photo suivante. Ouais, et alors je peux masquer les copains, les copines là. Je ne leur ai pas demandé leur autorisation. Mais sinon, oui, vous avez vu la star là, en vert avec le buste bombé. Vraie star, parce qu'il a une étoile, effectivement. Avec tous les abdos qu'il a perdus depuis. Et en fait, ça c'était derrière l'immeuble. Et on peut voir à gauche de l'immeuble un bois. Et ça, c'était le bois de Gaudissart. Et qui fait que devant, c'était sous contrôle des parents, où on jouait aux billes, etc. Et derrière, c'était le lieu de liberté. Et ça, c'était mon lieu où il y avait la rivière, il y avait... Le bois, c'est vers des brosses, par là? Non, pas du tout. Pas tout à fait. Pas du tout. Ouais, ça reste Gaudissart, en fait. Ça donne accès, ça peut donner accès à Tivoli. Et donc là, c'était un grand bois, en tout cas pour les enfants. Ça se dupliquait. Et puis, il y avait la rivière, et qui fait que là, nous avions une très, très grande liberté, et j'adorais. Donc Gaudissart, c'est une cité de Fort-de-France. Le fait d'avoir grandi en cité, qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais en fait, c'était assez marrant parce que même dans cette cité, il y avait une forme on voyait qu'il y avait des différences sociales. Et par exemple, je me retrouvais dans le bâtiment à la verticale. Mais il y avait des gens qui vivaient dans des bâtiments horizontaux. Eux, c'était, à mes yeux, les petits bourgeois.
ils avaient droit à un petit jardin. Moi, j'avais droit au grand jardin, c'était le bois. Ouais. Mais bon, les enfants sortaient de leur jardin. Et en fait, déjà, ça m'a appris, déjà que je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans le bec. En face de là où on voit cette photo, en face de là où nous sommes, en train d'être photographiés avec, je crois, un Polaroid, il y avait, donc sur ma main droite par rapport à la photo, il y avait une décharge. On jouait là-dedans. Et c'était un lieu de création, en fait, parce qu'on récupérait des bouteilles, on récupérait un tas d'objets jetés, et avec lesquels on construisait. Et donc, je pense que ça a été une formation intéressante pour moi. Et puis, grandir dans cette cité, ce n'était pas seulement le bâtiment qu'on pouvait escalader en partie, mais c'était la découverte de la nature, parce qu'il ne faut pas regarder le bâtiment, il faut regarder ce qu'il y a derrière. On va retrouver le petit François en gros plan cette fois-ci, sur la photo suivante. Bel petit boum. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une photo d'école. Donc, il y a un photographe qui est venu, machin et tout, quoi. Ouais. Et j'étais à l'école de Briand, qui se trouve à peu près à peut-être 15 minutes de là où nous habitions. Et cette enfance à l'école était compliquée parce que j'étais un gamin qui était souvent tapé, et jusqu'à ce que j'apprenne à me défendre. Et donc, tout a changé à ce moment-là, mais pendant un moment, c'était compliqué de profiter des récréations. J'étais bon et mauvais élève, ça dépendait des profs. J'étais déjà dans la lune, et je savais à peu près les couleurs qui m'intéressaient et non pas les métiers. Voilà. Et puis, c'était les combats à 5 heures, donc le rendez-vous au portail. C'était aussi des blagues. On était très blagueurs, on était racistes envers nous. Enfin, moi, je subissais des choses du genre coulis, manger chien, alors que je ne suis pas coulis. C'est une sorte de mélange de je ne sais pas quoi, bref, martiniquais. Et qui fait que j'allais prendre de la terre que je mettais dans les cheveux pour pouvoir les rendre un peu plus crépus que ceux qu'ils n'étaient. Enfin bon, bref, de Briand. On quitte Gaudissart et de Briand un petit moment pour retrouver un autre lieu qui t'a marqué pendant ton enfance, sous la montagne Pelée. C'est ça, c'est Saint-Pierre. En fait, nous passions nos vacances à 2 endroits, puisque nous n'étions pas nécessairement fortunés pour pouvoir emmener toute la famille à l'extérieur de la Martinique, famille nombreuse. Et donc, on se retrouvait ou à Saint-Pierre, du côté de ma mère, ou au Macouba, du côté de mon père. Et à Saint-Pierre, c'était un pied parce que mes grands-parents vivaient comment ça s'appelle, une case. Et donc, moi, j'avais mes petits endroits, mes fétiches. Et donc, j'aimais beaucoup me rendre à la rivière, comme à Gaudissart, parce que la rivière est un lieu qui compte beaucoup pour moi. Et qui fait qu'en face de la rivière, il y avait un terrain, c'était le terrain du béquet, invisible, qu'on ne voyait pas. Et c'est la première fois que j'entendais parler de béquet. Et c'était sur le terrain qui longeait celui de Paz. Et je ne sais pas si c'était celui de Paz ou en tout cas c'était la rue Cazenec, tout ça en fait. Ouais. Et donc il y avait de Paz un peu plus loin, et encore plus loin, il y avait la montagne Pelée qui était plus fort que le béquet, puisque c'était la montagne Pelée qui avait toute sa réputation de montagne qui avait été en colère à un moment donné. Ouais. Et Saint-Pierre, ça t'a marqué, ça a marqué vraiment ton enfance? Ça a été pour moi de la construction, ça a été pour moi de la sérénité, ça a été pour moi un lien avec la nature. J'étais de famille nombreuse, mais souvent j'étais seul. J'aimais partir seul à la rivière, et qui fait que je descendais cette rivière, ou la remontais, mais je la descendais souvent. Et j'entendais qu'on m'appelait au loin, mais je n'obéissais pas, je continuais mon chemin. Et j'aimais beaucoup cet isolement-là, cet apaisement-là, et puis aussi désobéir par rapport à ce terrain. Parce que pour accéder à ce terrain, il fallait traverser la rivière et y accéder. Et ce monsieur que je ne voyais pas, que je n'ai jamais vu en fait, il était là dans mon imaginaire comme un monsieur qui n'était pas gentil, puisqu'il ne fallait pas y aller. Et peut-être qu'au final, il était gentil, j'en sais rien. Mais en tous les cas, dans ma tête, il ne fallait pas y aller, donc il n'était pas gentil. On va retrouver maintenant une photo et une esquisse. Et en fait, c'est l'un de tes premiers autoportraits. Ouais, là, tu avais à peu près 11 ans? Oui, c'est ça. C'est marrant de les avoir mis ensemble. Ouais.
Et ouais, j'avais 11 ans et ça fait drôle de voir sa gueule. Et pourtant, je te l'ai envoyé, mais en grand comme ça fait drôle de voir sa gueule. Et ouais, en fait, le dessin, c'est depuis l'école, depuis ma petite enfance, en fait. Et mes frères dessinaient beaucoup. Et ils s'amusaient à faire de la bande dessinée, nous étions à Gaudissart, hein. Ils s'amusaient à faire de la bande dessinée sur des cahiers qu'ils revendaient à quelques centimes, alors c'était un franc, aux copains. Et donc c'était des originaux qu'ils vendaient, ils étaient complètement dingues. Et puis, moi je les voyais faire et j'imitais. Et donc voilà, Avec le recul, tu penses quoi de cet autoportrait? L'un de tes premiers, en fait. Avec le recul, je me souviens, j'étais dans le détail. Quand je regarde le haut, où j'ai écrit portrait, avec le bleu, qui va envahir progressivement un peu cette feuille, c'était fait avec du crayon, de la craie de couleur. Et je pense que j'étais dans le détail. Mais beaucoup dans la solitude volontaire, hein. Je suis encore quelqu'un de très solitaire. Et j'aime beaucoup rencontrer du monde, mais je suis encore très solitaire. Et donc, il fait que je ressens un peu ça, là. Ma rivière, mon espace, ma liberté. Tu parlais de tes premières planches de bande dessinée. On va en retrouver là, et c'est assez frappant là, le talent que tu avais déjà, parce que je précise qu'on n'est pas sur des dessins originaux, que ce sont des dessins que tu as reproduits à partir donc de dessins animés de Disney. C'est ça. En fait, j'étais très fan de... Aujourd'hui, les gamins sont fans des mangas. Moi, à l'époque, c'était les Disney. Et donc, j'aimais beaucoup dessiner La Belle et la Bête. J'aimais beaucoup le livre de la jungle. Celui-là, le livre de la jungle, c'est un grand tableau, en fait. Et c'était très technique. C'était très technique. Mais extrêmement précis quand on voit le rendu. En fait, après mes cours, je courais à la maison et puis voilà, il fallait avancer. J'avais un compagnon qui me suivait, qui m'aidait à tenir le coup. C'était un petit poisson rouge que j'avais dans un aquarium. Et en fait, ce sont des moments où on est obligé d'être seul dans son coin, sinon on n'y arrive pas. On va retrouver, on revient à toi et à ton adolescence. Là, c'est l'ado, 12-14 ans qui commence à jouer. Ouais, c'est ça. C'est ma première guitare. Et un de mes frères m'avait fabriqué un ampli. Et j'avais des fous avec moi. Hein. Donc, il m'avait fabriqué... On remarquera les lunettes à la Jimi Hendrix. J'avais des lunettes. J'avais piqué ça certainement sur l'un d'eux, ou quelqu'un qui avait voyagé, peut-être mon père, c'est lui qui voyageait souvent, ma mère. Et puis, ouais, c'était super cool. On nous a dit que je savais déjà jouer, puisque ma main allait bien posée. C'était à l'époque quoi? C'était une guitare basse ou une guitare... C'est une guitare électrique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette période-là, en tout cas vers les 14-15 ans, je partais jouer dans des groupes. Et donc avec des copains qui étaient... Il y a un copain qui passait me récupérer, qui était plus âgé que moi, peut-être de 7-8 ans. Et puis je me retrouvais dans des groupes. C'est comme ça que j'ai connu Thierry Vaton, Philippe Joseph. Oui, de grands musiciens aujourd'hui. Et qui fait qu'on se retrouvait dans des répétitions. Enfin, on continue avec les photos d'ados. Là, on te retrouve... Avec son vieux short et tout. Avec la tête, j'adore la tête. En fait, quand on regarde sur un petit écran, on ne se rend pas compte, mais je ne te l'aurais pas envoyé, celle-là. Mais en fait, j'étais très fan de skate, j'étais très sportif, en fait. De vélo, je faisais le con, quoi. Et je faisais le jeune, quoi. Je faisais le jeune. C'est une époque aussi où on jouait beaucoup, beaucoup aux échecs. On se faisait des compétitions d'échecs entre nous, avec les copains, les voisins, tout ça. C'était pas le cas de tous les gamins de l'époque, hein, de jouer aux échecs. C'est quand même un sport cérébral qui demandait quand même pas mal de concentration. Ça demandait beaucoup de concentration, mais c'était génial. Ouais. C'était génial. Bon, puis tu faisais aussi des choses, on va dire, des ados de ton âge, comme par exemple le carnaval. Ah oui. Oui, là je faisais beaucoup de sport de combat à cette époque-là, j'avais commencé.
déjà. Ouais, j'aimais beaucoup le carnaval. C'était ma fête préférée. D'ailleurs, encore aujourd'hui, même si j'en profite moins, mais c'était ma fête préférée. Et là, nous habitions des Rochers. Et c'était une rue qui était calme. Maintenant, ça a changé, bien sûr. Mais c'était... on descendait... à ce moment-là, je ne sais pas si on descendait à pied ou à moto. Des fois, on partait à 3 à moto. Ou dans les coffres de voitures. Et qu'est-ce que le carnaval exprimait pour toi? Ou plutôt, qu'est-ce que tu exprimais à travers le carnaval, toi? Mais c'est assez paradoxal parce que, d'un côté, j'aime bien avoir ma paix. Et de l'autre côté, c'était le moment où on pouvait courir, même sous la pluie, où tout sautait, les codes sautaient. C'était la liberté, quoi. Ouais, c'était. Ouais, depuis toujours, il y a quelque chose de fondamental chez moi, c'est la question de la liberté. Ouais, et c'était génial. Le carnaval est encore génial. On va retrouver un autre autoportrait, parce que visiblement, tu aimais te dessiner. Alors, en fait, c'est parce que j'ai un frangin qui aimait faire les portraits. J'ai un frangin qui était très très bon en dessin. Ah, donc c'est de famille, alors. Ah oui, tous mes frangins savaient dessiner. Une famille nombreuse, et tous mes frangins savaient dessiner. Et c'est par rapport au fait qu'il dessinait que je pense que j'étais dans une forme de mimétisme. Enfin, je suppose. Et donc, il y a des bouquins qui rentraient à la maison par ce biais-là. Des bouquins de techniques de dessin, donc comment faire un portrait, comment faire le corps humain, etc. Et donc, il fait que j'avais les bases un peu plus tôt que tout le monde, on va dire, puisque je profitais des aînés. Et donc, il fait que c'est pas ma gueule que je m'ai dessiné. Simplement, c'était purement apprendre à faire quelque chose, c'est de la technique. Et tu te reconnaissais? J'ai pas de souvenir. On n'a pas la photo en face. Je reconnais les yeux. Ouais. Les yeux, le nez, les sourcils. Ouais. On va terminer avec deux personnes essentielles pour toi. D'abord ton papa. Ouais. Alors mon père, c'est un garçon qui est né en 21 et qui est parti en dissidence en 40. On a d'ailleurs la photo de la dissidence, effectivement, où tu évoques justement cette période de la dissidence. Cette période de la dissidence. Alors là c'est... alors en fait, là, ça se trouve à Saint-Pierre-le-Vigier. En fait, mon père était parti en dissidence, m'avait-il dit, parce qu'il a un frère qui avait été... il m'avait dit qu'il avait été fusillé, mais je ne sais pas s'il a été vraiment fusillé. Mais en tout cas, il a été tué là-bas. Il est tombé là-bas. On rappelle que les dissidents sont ceux qui sont partis à un moment donné à l'appel du général de Gaulle. Alors lui, non, il était déjà en France, visiblement. Hein. Et donc, ça se passe en Normandie. Et donc, mon père m'a dit qu'il a voulu partir pour le venger. Donc, il est parti en dissidence en 1942, donc 2 ans après. Et donc, lui, il a fait le front italien. Et puis, donc j'ai rencontré donc le maire de Saint-Pierre-le-Vigier. Et donc, ils ont une salle qui s'appelle Simone Veil. Et dans cette salle, il y a deux... Dans ce bâtiment culturel, il y a 2 salles, dont une salle qui s'appelle François Gabour. Parce qu'en fin de compte, son frère s'appelle François Gabour, mais mon père ne m'avait jamais dit qu'il s'appelait François Gabour. Donc c'était très particulier quand le maire, quelqu'un d'extraordinaire, m'a envoyé des photos me disant voilà, François Gabour. Ouais. On va peut-être remettre, David, la photo du père de François. Donc ton père, tu dis qu'il est né en 1921, donc il t'a eu, il avait déjà une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans. Quelle relation tu avais avec lui? Mon père, c'était un homme de caractère qui était assez difficile, mais en même temps, ça a été ma colonne vertébrale. On va terminer avec, on va repasser rapidement la photo du dissident et puis terminer avec ta maman, qui est une photo plus récente. Ta maman qui est encore en vie. C'est ça. Alors ma mère, elle vit en France. Il ne faut pas tomber dans les émotions là. Ouais. Mais c'est un piège ton émission. Donc tu disais oui. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, donc elle vit en France. Bon, elle a 92 ans. Elle aura 92 ans le 2 décembre. Et donc, voilà, on s'appelle de temps en temps, mais elle perd, ça y est, la mémoire. Et donc, ma mère, en fait, c'est le symbole de la gentillesse. Elle, c'est tout ce qui est douceur, etc., rigueur. Et mon père, lui, c'est
celui je pense, qui m'a beaucoup apporté l'humour, tout ce qui est magico-religieux, tout le conte, c'est mon pétrole, on va dire. Ce que je suis aujourd'hui est beaucoup lié à ce qu'il a pu me donner. Ma mère, bien sûr, c'est tout ce qui est douceur, etc. Mais sur le côté créativité, le contenu, etc., l'envie le bois, la nature, la campagne, etc., les diablesses, les choses comme ça, tout ce qui, ça c'est beaucoup mon père, même si ma mère me racontait aussi des histoires. Très bien. Merci François, parce que tu as suggéré tes émotions. Bon, on va passer à la partie professionnelle avec Matinique. Oui, moi aussi, il m'a ému, François. Alors, on va parler de ton métier. Alors, on l'a dit, tu es connu comme étant avant tout un dessinateur, un caricaturiste, mais on va voir que tu fais beaucoup d'autres choses. On va commencer par cette page Wikipédia. Il n'y a pas énormément de Martiniquais avec une page Wikipédia. Toi, tu l'as. Alors, elle est un petit peu légère, hein, on va dire qu'elle n'est pas particulièrement fournie. C'est une page que tu avais créée à un moment. Oui, et puis j'ai zappé ça, ouais. Et sur Wikipédia, il te présente comme un dessinateur humoristique. Oui, mais c'est vieux, ça. Ouais. Et, mais en fait, en fait, tu te découvres avec le temps aussi. Hein. Et donc, je me considère plutôt comme vraiment un créatif. Et le dessinateur, ça serait un peu réductif. Réducteur, pardon. Réducteur. Et ça serait. Et donc, j'aime beaucoup écrire. Tous les matins, j'écris. Et c'est qui fait qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas vraiment dessiner ni faire de la musique. Ce qui compte, c'est de raconter et d'être dans des émotions. Alors, on va passer en revue ce que tu as pu faire comme métier, mais encore une fois, on ne va pas forcément être exhaustif. Et on va commencer, alors ce sont des images qu'on va voir pendant qu'on en discute, effectivement, c'est les animations que tu as pu réaliser à la fois pour des publicités, pour un certain nombre de clients à l'époque, souvent des agences de publicité d'ailleurs. Et alors là, par exemple, ce sont les extraterrestres. Oui, ce sont des extraterrestres qui descendaient sur Terre pour profiter de promotion, qui parlaient créole et tout. Là, c'était pour les tremblements de terre. Et il faut se dire qu'on est au début du film d'animation en image de synthèse. Et donc, avec très peu de moyens, mais beaucoup de volonté. Il faut se dire que ces images ont 30 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se repositionner par rapport aux moyens techniques de l'époque. Tout à fait. Et bon, là, c'est du dessin animé traditionnel. Donc là, c'est quelque part, ça ne se démode pas puisqu'on reste dans des trucs. Et là j'étais content de faire cet échange-là entre ce personnage et avec Lilian Thuram. Et en fait, je rêvais quand j'étais enfant de faire bouger les personnages. Et donc j'ai réalisé ce rêve-là à travers la publicité. Tu as été un des premiers d'ailleurs, un des premiers dessinateurs à faire la publicité en Martinique. Oui, ça peut s'oublier parce que le temps passe. Mais il y en a qui s'en souviennent et il y en a à qui j'ai donné des envies à certains aussi, etc. Et j'en ai fait quand même pendant quelques années. Et vraiment, je me suis régalé. Et il y a par exemple, j'avais fait un clip, là on est sur Windows, mais à l'époque, avec des petites machines qui galèrent et tout. Et à l'époque, j'avais fait un clip, c'était pour Harry Diboula, c'était sur DOS. Mais on va le voir. On va le voir sur DOS. On va le voir, ce clip, avec également un autre clip que tu avais réalisé pour Eddie Marc. On regarde les extraits.
à faire pour qu'il n'ait pas un goût amer. Fais-toi tout doux, tout miel. L'amour fragile, c'est toujours la même affaire. Un petit rien tout tombe par terre pour qu'il n'ait pas un goût de fiel. Voilà, c'était rapide, du bon zouk déjà. Ouais, Et c'est puis, deux donc, il y a eu- talents. il y a eu Harry Diboula, il y a eu Eddie Deux Marc, grands talents. et tu avais réalisé en Ouais. fait des images de synthèse. On l'appelait encore ça à l'époque des images de synthèse. Oui, ça s'appelait les images de synthèse. C'était le premier clip, celui d'Harry, c'était le premier clip réalisé en images de synthèse ici. Hein. Et on est dans les années 90. Et en fait, c'était super compliqué parce que c'est du DOS, il faut tricher, rien ne fonctionne vraiment, il y a un tas de bugs, enfin bref, il faut Oui, réussir à faire un truc. C'était une autre époque. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Celui d'Eddie Marc, c'était plus simple puisque les outils avaient déjà évolué, donc c'était déjà plus simple. Mais Harry aussi, c'était un bouc fou, quoi. Et puis il y a eu aussi, alors on va voir cette planche de dessin que tu as réalisée pour France Antilles. Alors France Antilles, tu y as succédé à Pancho, c'est ça? Succédé, non. Non, tu as Non, juste à côté. oui, à côté de Pancho, Ouais. tu réalisais à l'époque effectivement des dessins. Tu les fais encore aujourd'hui, ces dessins-là. Ouais, le reste, On peut dire que le Pancho et le Gabo aujourd'hui étaient des dessins toujours très attendus, sont toujours très attendus par les lecteurs de France Antilles. Alors par moi, un certain nombre. je suis un peu moins régulier que Pancho. Ouais, hein, ouais. moins régulier. Mais j'espère en tout cas que les dessins sont attendus. En tout cas, moi, on m'a fait beaucoup de retours positifs. Ça fait vraiment plaisir. Et parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vis isolé quelque part derrière ton ordinateur. Et donc, c'est quand tu sors que tu rencontres du monde et que tu as du retour. Tu en es arrivé, on va voir là d'autres dessins que tu as pu réaliser, un notamment sur Mandela, à côté celui que tu avais réalisé pour le mariage pour tous. C'est à quel moment tu es passé à, je dirais, à la caricature de presse? Ah oui, en fait, ce qui m'a donné envie de faire du dessin engagé, c'est quand j'étais en seconde, on a travaillé sur Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et à cette époque-là, je lisais, un peu même avant, je lisais de la bande dessinée venant de l'extérieur. Et je me retrouvais même à faire des platanes dans mes décors. Et c'est-à-dire qu'en gros, on avait Hakim, on avait Zambla, on avait Tarzan, on avait des personnages qui ne nous ressemblaient pas et qui en plus nous ridiculisaient. Et c'est à partir de là que j'ai orienté les dessins et que j'ai vraiment voulu écrire. Et le dessin de presse donc, est venu progressivement. On va en retrouver deux autres là avec Pipo, entre autres, et puis Pipo l'arme stratégique, et puis sur le rhum également. Alors j'ai entendu dire que le rhum ne donnait pas de cirrhose. Hein, mais bon, c'est un bon médecin qui a dit ça. et en réalité, tu exprimes quoi à travers cet humour? Parce que ça reste de l'humour avant tout. Ouais, en fait, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête, mais là, ce sont des situations qui me font rire. En fait, il y a un truc qui se passe. Et par exemple, si on prend le cas de la cirrhose, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Dans ta question, je n'ai pas de réponse vraiment. Ça arrive. Ouais. Tu as un flash ou quelque chose qui te fait... Il y a des automatismes en fait, qui se sont mis en place. Et en fait, c'est au départ comme des maths, hein, 1 + 1 = 2. En fait, tu cherches une inconnue et tu trouves ton truc, mais ça se fait avec des automatismes, quoi, en fait. Et il panie un bon moon. Bon, on fait le lien. En fait, c'est comme des rébus, quoi. En fait, c'est tout le temps logique. Mais c'est une logique avec des mots ou avec des sons, avec le corps. Tu vois. On va voir cette photo, cette capture d'écran plutôt de Martinique Première, où on te retrouve là avec Carlo Nayaradou et Enki Bilal, dessinateurs eux aussi, de référence. Tu disais que c'est une photo c'est une rencontre qui a compté pour toi, qui a beaucoup compté pour toi. En fait, c'est ça. En fait, en fait, je savais qu'Enki Bilal, j'étais fan de Enki Bilal. Alors, Carlo, lui, n'était pas fan du tout. D'ailleurs, il le lui a dit.
Mais moi, j'étais super fan d'Enki Bilal. Et donc, je voulais le rencontrer. Donc, du coup, on m'a arrangé le rendez-vous avec lui. Et donc, j'ai proposé à Carlo de venir, de m'accompagner, même s'il n'était pas fan. Et donc, moi, j'étais super content parce que, voilà, quoi. Ouais. C'était Enki Bilal, quoi. C'est toute une partie de ma jeunesse, quoi. Et on voit le sous-titre, Les pionniers de la BD en Martinique. Oui, alors, oui, en fait, oui. Oui, alors, j'en profite pour dire que... alors, il y a eu, à la Martinique, il y a eu du Fouyaya, mais avant Fouyaya, il y a eu MGG. À l'époque de MGG, donc... MGG avec Tony Delcham. Avec Tony notamment. Delcham et Chamoiseau. Et en fait, à l'époque de MGG, donc j'étais un enfant. Et donc, je n'ai pas travaillé dans MGG, je ne les ai même pas connus. Hein. Et après, Fouyaya est arrivé. Et donc, je suis arrivé, j'ai embarqué dans l'aventure à la fin de Fouyaya. Et c'était vraiment une très belle aventure. Par contre, eux, je les ai rencontrés. On va voir d'ailleurs, tu as rencontré effectivement les gens de Fouyaya. Là, une copie d'écran de ton site internet, parce que tu l'as dit, tu écris aussi, donc tu as réalisé plusieurs bandes dessinées, plusieurs ouvrages. Ouais. Le premier, c'était une collaboration, Aspiria. Ouais, Aspiria, c'était avec qui- deux camarades. Voilà. C'était super cool. qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais après, il y a eu toute une série d'albums. Tu en as fait combien finalement Peut-être 11, quelque chose comme Oui, ça. voilà. Ouais. Et là, tu t'exprimais, c'était le créatif qui s'exprimait sur des sujets de société divers, sur ton regard. Alors, ouais, c'est ça. En fait, par exemple, si on prend Carton Rouge, Rouge Bitume, tout ça, c'était les grèves, c'était le grand mouvement qu'il y avait ici en 2009. Et là, je m'enfermais et je dessinais non-stop. Quoi. Il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas enfin tout ça. Et donc, ça se balançait par mail. Ouais. Mais ça avait vachement pris, quoi. Qui fait qu'à la sortie de Rouge Bitume, j'avais des queues de 70 personnes. Parfois, tu es même passé par le préfinancement, il me semble, pour alors ça, c'est après. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Donc, les gens, en fait, réservaient leur album pour être sûr de l'avoir. Ça permettait de financer l'album. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Martinique, nous souffrons beaucoup de la question de l'édition. Ouais. Alors, nos politiques ne s'y sont pas penchés. Et j'en ai parlé, mais ils ne s'y sont pas penchés. Et c'est entre leurs mains parce que ça peut bouger s'ils veulent. Je parle des députés et des sénateurs. Oui, c'est le moment de leur parler. C'est ça. On passe là maintenant à des collaborations que tu as eues. Alors, on a parlé. Tu as connu Fouyaya un peu à la fin. Oui. Oui, non, vas-y. En fait, sur cette photo, qui est bien plus récente. La photo de gauche, oui. Mais qui a un âge, puisque je vois que j'ai des cheveux noirs. Il y a donc sur ma gauche, j'ai envie de dire, celui qui a des lunettes, mais finalement, je me rends compte qu'on a tous des lunettes. Tijo, avec les cheveux blancs, là, avec un grand sourire. Et à ma droite, donc Pancho, qui d'ailleurs ne vit plus en Martinique, il est rentré. Mais il est toujours en contact avec nous, c'est un grand blagueur. Et puis, donc voilà, donc il y avait une exposition à la, comment ça s'appelle, aux archives départementales. Et donc, j'étais super content d'avoir réussi à les faire venir là. Et à droite, c'était un débat. Alors, c'était une discussion autour de Bondamant Jacques sur. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. On a débattu de Bondamant Jacques, mais c'est une cassette que j'ai retrouvée et qui fonctionne, une cassette VHS. Parce que tu as collaboré aussi à Bondamant Jacques au oui, début. c'est ça. Ouais, exactement. Et là, j'avais une gueule de révolutionnaire. Autre collaboration avec Martini Première autour des Yoles. Tu fais encore, je ne sais pas si tu le fais encore aujourd'hui, tu dessinais. Oui, alors je vais te répondre juste par rapport à Bondamant Jacques quand même. Je fais un petit clin d'œil à deux personnes. Il y a Gilles Desgras qui mène le projet maintenant de son côté, et celui qui avait lancé tout ça, qui était Jean-Marc Première. Voilà. Et donc oui, en fait, oui, pendant 9 ans à peu près, j'ai fait le tour des Yoles avec Martinique Première. Et on retrouve là des personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'était une belle aventure parce que on a fait du terrain. Des fois, je faisais du terrain et des fois c'était dans les locaux.
Et à la fin, j'ai demandé à revenir sur le terrain parce que je trouvais ça vachement plus sympa. Ouais. Donc là, il y a Camille Alexandre qui nous regarde sûrement, Exactement. sûrement de là-haut. Ouais, Et puis tu as aussi, toujours sur l'Éole, tu as aussi créé sur l'Éole elle-même. Oui, il m'avait été demandé de faire un hommage à la femme. Et donc, j'avais trouvé cette idée-là. Sur l'Éole CDTM. Hein. Exactement, oui, exactement. J'étais très content de l'avoir faite. Et c'était une belle yole. Et puis, tu as également intervenu, alors toujours sur Martinique Première, on fait un coucou à nos collègues de Martinique Première, et la Guadeloupe Première en l'occurrence. Ouais. C'était des caricatures, on va dire, pendant les élections, pendant les campagnes électorales. Alors là, c'était plusieurs saisons. Hein. On a fait plusieurs saisons, en fait. C'était pas seulement pendant les élections. Mais on a fait plusieurs saisons et c'était vachement sympa. Je faisais ça de la Martinique à distance. J'en ai fait aussi pour la Guyane. Et des fois, je n'étais pas sur place, mais je pouvais le faire parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça à distance. C'est un exercice particulier quand même que de dessiner en direct pendant une émission. Ouais, j'adore. Ça peut passer ou on peut se planter. Oui, j'adore. Pareil dans le cas des séminaires, etc. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'aime beaucoup les feuilles blanches. Ouais. Et j'aime l'idée de savoir qu'il n'y a rien dessus. Créer la vie. Ouais. Et puis ce qui est essentiel aussi quand on est auteur, quand on est artiste, ce sont les festivals. Ouais. Et tu as fait plusieurs, enfin les festivals, les salons en l'occurrence. Ouais, je n'ai pas fait plusieurs salons du livre. Là, il y en a quelques-uns. En Angoulême pour la BD. Alors, il y a la Guadeloupe. Festival de BD de Guadeloupe. Plus haut avec Tony Delcham, c'était le salon du livre. J'étais très content. J'ai mis cette photo de Tony Delcham parce que je pense qu'il faut s'en souvenir. Et c'est dans mon activité, il a son importance avec Chamoiseau. Et voilà, donc c'est pourquoi j'ai voulu mettre Tony là. Malheureusement, c'est une photo où on ne le voit pas bien de face. Tony ne m'en veut pas. Et puis, sinon, à la Guadeloupe, ils ont un festival qui s'appelle Caribule, qui est génial. Ouais. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs là-bas et ça m'a permis par faire mon dessin, parce que j'ai rencontré après, comme petit Luc, que j'ai rencontré chez lui, il m'a permis d'aller plus loin dans la technique. Et puis les deux visuels qui suivent sont intéressants parce que, en fait, alors je te laisse expliquer. Oui, en fait, pendant le Covid, en fait, je m'amusais à descendre sur le centre-ville, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Fort-de-France, le centre-ville de Fort-de-France, même s'il y a des odeurs de pisse, etc. Et des rats qui filent partout. Mais j'aime beaucoup cette ville parce que j'aime les vieux murs, j'aime quand les murs me racontent des choses. Et donc, du coup, je les ai laissés me raconter des choses. L'idée était d'aller à la rencontre avec le hasard. Et donc, il se trouve, par exemple, sur une image, il y a un chat. Donc, c'était ce rendez-vous que j'avais avec ce chat. Donc, du coup, j'ai réalisé une souris qui était immense et qui n'était pas du tout intimidée. Tout comme à droite, il y avait ces oiseaux, ces pigeons qui étaient là. Devant un rideau métallique où il n'y avait rien du tout. Et je me suis dit, tiens, des pigeons qui ont des ailes et qu'on va nourrir. Et donc, qui fait qu'on va entretenir et à qui on va voler leur indépendance. Mais ce sont de fausses images. Ce sont de fausses images. C'est fait à la tablette graphique. Et en fait, pendant une période, j'ai fait croire que c'était dans les rues de Fort-de-France. Ceci dit, j'aimerais beaucoup en faire. Le message est passé. Le message est passé. Et puis, on termine avec deux dessins récents. Les téléspectateurs de Zitata vont s'en rendre compte. Hein. Babette de Rosière, donc candidate de l'Union, entre guillemets, LR Rassemblement National, pour les prochaines législatives. Et puis également la flamme olympique. Oui, en fait, depuis quelques années, finalement, les choses se concrétisent. C'est-à-dire que même si on ne pouvait pas imaginer l'entrée de l'extrême droite chez nous, ça y est, ils sont bien entrés, même dans les champs de bananes, et qui fait que on n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien. C'est la vie, quoi. En fait, on est comme tout le monde sur cette planète. Ouais. On peut être noir, on peut avoir un passé lié à l'esclavage. On est comme tout le monde. Et qui fait qu'on va porter la flamme de ces gens-là. On a des mouvements politiques de droite, puisque le LR
finalement est un mouvement qui est représenté ici, alors que là-dedans, il y a plein de petits racistes qui vont passer à l'extrême droite, et s'ils n'y vont pas, de toute façon, ils ont le cœur là-bas, quoi. Donc, c'est complexe, finalement, et de se retrouver dans cette réalité-là. En fait, il faut l'admettre. Nous ne sommes pas différents des autres. Bon, on a compris, hein. Tu fais aussi de la politique à ta manière. Justement, on termine avec la rubrique politique. Alors forcément, le caricaturiste, très souvent, quand il fait du dessin de presse, il est amené à parler politique. On s'en est rendu compte. Mais il y a aussi pour toi la possibilité, enfin, la volonté de faire passer des messages. On va voir des messages qui souvent te concernent, qui parfois te concernent. Là, par exemple, on a les vols transatlantiques qui rappellent bien entendu la traite négrière. Ouais. Et puis à côté, un casque qui nous ramène à ta famille, à l'histoire de ta famille. Oui, alors à gauche, ce fameux bateau, avion, alors évidemment, c'est de l'humour. Alors, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Je le rappelle parce que tout le monde ne comprend pas toujours. Et donc, il faut apprendre à lire un dessin. On regarde le titre, on regarde s'il y a un sous-titre, on regarde le dessin, on essaie de comprendre. Et puis, voilà. On a le temps de réfléchir là-dessus. Et puis, et pour moi, c'est la maltraitance. Et jusqu'à présent, on est maltraité pendant 8 heures de vol. Et en plus, ça coûte cher. Sur la droite, en fait, c'est Rigobert, c'est un oncle que je n'ai pas connu, évidemment, puisqu'on est en 14-18, et où j'ai découvert son histoire en fouillant celle de mon père et de François, dont on parlait tout à l'heure, qui est tombé en 40. Et Rigobert, lui, il est quand même tombé, mais après la guerre, c'est-à-dire, mais il est considéré comme mort pour la France, quoi. Ouais. Et parce qu'en fait, il a eu une jambe avec une gangrène à la jambe, il s'est fait blesser en hiver, et ensuite en 19, il se retrouve avec une tuberculose, il change d'hôpital, et voilà, il se retrouve avec une tuberculose, et puis il ne reviendra pas à la Martinique, voir sa mère Jeanne. On va voir cette campagne que tu as réalisée pour notamment la protection plutôt la dénonciation, je dirais, des violences faites aux femmes. Alors ça doit dater de 2010, hein, de mémoire, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Avec des références en fait qui un peu détournées, qui permettent justement de dénoncer les violences faites aux femmes. Je me suis dit le soir où j'ai pondu tout ça, je me suis dit il faudrait trouver des éléments vraiment caractéristiques aux femmes. Et alors, il y en a plein, j'en ai fait 10, je crois. Et alors, je laisse découvrir les dessins, mais il y en a un qui a été rajouté parce qu'il m'avait été demandé de faire une exposition. Donc, j'en ai rajouté un qui est un dessin sur l'homosexualité. Et en fin de compte, c'est pour montrer que finalement, la violence, c'est pas parce que ce sont des hommes et des femmes. La violence, c'est parce qu'il y a un dominant et un dominé, puisqu'on retrouve la violence dans les groupes homosexuels. Donc, il fait que voilà. Donc, je voulais quand même dire ça parce que ça compte. Et je dirais la lutte justement contre les violences faites aux femmes, ça a été heureusement, c'est devenu un sujet, une grande cause nationale à un certain moment, mais c'est une chose à laquelle tu es particulièrement sensible. Ben oui. En fait, tout ce qui est lié aux injustices, je suis vraiment un écorché vif. Alors, je gère ça mieux aujourd'hui, mais je suis un écorché vif des injustices. Je fais ce métier-là par rapport au fait que depuis mon enfance, je vois ce qu'on appelle les injustices. Et qui fait que et avec mon père comme référence, c'est-à-dire celui qui est parti, qui a eu les couilles de pouvoir traverser le canal de la Dominique, etc., parce qu'on lui avait rien demandé, il n'aurait pu ne pas le faire. Donc, lui, il est resté pendant un moment comme un référent où je me dis, faire 2-3 dessins, c'est pas si violent que ça par rapport au courage qu'ont eu toutes ces personnes. Et donc, il fait que, oui, tout ce qu'il y a aux injustices, ça me révolte. Parmi tes engagements aussi, il y a celui d'aller à la rencontre de personnes dont nous sommes proches, parfois même dont nous sommes issus. On va le voir tout à l'heure avec le Bénin, mais là c'était le Brésil.
Ouais, en fait, c'était un festival du livre où j'ai rencontré tous ces camarades dessinateurs qui m'ont super bien accueilli. Et il y en a un que j'ai fait, qui avait été à venir ici lors du salon du livre, et qui nous a laissé depuis d'ailleurs. Et donc c'est très bon souvenir de rencontrer. Et puis en fait j'ai fait du portugais au lycée, et donc j'ai été attiré par le Brésil très tôt. Ouais. On faisait du portugais du Brésil en plus, et qui fait que je suis très sensible à ça. Et là c'était lors d'une soirée dans un restaurant. Et en bas, il y avait de la samba et tout. En fait, c'était la totale, quoi. Et puis là, on était un petit groupe, là. Je dessinais, il y avait ce gamin pour qui j'ai fait un portrait après. Et qui était là, attentif. Je ne sais pas, peut-être qu'il est dessinateur maintenant. Ouais. On va voir que tu es parti aussi récemment au Bénin, mais tu as voulu qu'on diffuse cette photo, en fait, que tu as prise toi-même d'ailleurs, Ouais. cette photo de notre collier d'esclave. Et je crois que c'est lié à la liberté d'expression. pour Oui, toi. en fait, pour moi, quelque chose, une sorte de fil rouge, quoi, dans ma vie, c'est la liberté. Et c'est quelque chose de fondamental que nous devons préserver, d'expression et tout. Et des femmes de tout, les gens à être ce qu'ils veulent, homo, enfin, qui font ce qu'ils veulent, quoi. Et pour moi, ce collier-là, ouvert, ce collier, pour moi, c'est que j'ai tenu. Ils m'ont permis, l'INRAP m'a permis de le tenir, et j'ai senti son poids, et à tous les niveaux, quoi. Et c'est très, très émouvant. Et je dis que faut vraiment que nous soyons vigilants par rapport aux questions des libertés. On est issus nous avons une histoire très proche liée à cette question-là, mais quand on regarde le vote de bientôt, les votes, enfin tout ce qui se passe à la Martinique, en gros, parce que nous sommes noirs, on se croit blanchis. Et en fait, non, nous ne sommes pas blanchis. Nous sommes comme les autres, ne l'oublions pas. Et donc, on peut faillir. Et soyons vigilants. Et la liberté d'expression, tu as pu exprimer, entre autres, ta solidarité avec ceux qui, en 2015, ont subi cet attentat terrible, ceux de Charlie Hebdo. C'est ça. Même si aujourd'hui, il y a une sorte de désolidarité de ce journal par rapport au point de vue de certains humoristes, et sur la question de Gaza. Et en fait, moi, je disais que je suis Charlie, mais je ne suis pas un Charlie tout bêtement comme ça, parce qu'évidemment, je sais très bien qu'il y a le deux poids, deux mesures qui existent, et que la liberté d'expression est quelque chose qui se gagne, et on ne l'aura pas nécessairement de notre vivant, mais il faut se battre chaque jour, et il faut en permanence tout faire pour pouvoir dire « j'accepte que l'autre se moque de moi ». Parce que c'est nécessaire pour nos enfants, pour notre avenir. On continue avec ces deux autres photos. Oui. Alors, on va revenir juste rapidement sur les photos précédentes. Ouais. En fait, il y avait Tinius, Tinius qui fait partie du groupe de Charlie, et donc on retrouve Pancho, on retrouve Biratan qui nous a quittés, les Brésiliens, Tinius. Donc voilà, enfin, je les avais fait venir ici. Et à côté, c'était une manifestation de soutien en Martinique. C'était un salon du livre. Ouais. C'était un salon du livre. Et donc voilà. Et Tinius, je me souviens, je lui avais dit, nous avons été invités à l'habitation Clément, il y avait une manifestation. Et il m'a dit, il ne savait pas ce qu'il y avait là. Voilà. Et tout est mis comme ça, sous tapis. Et lui, qui a un esprit critique, il ne savait même pas ce qu'il y avait, il ne connaissait même pas l'histoire de cette habitation. Et on va retrouver deux de tes dessins justement pour dénoncer ces atteintes à la liberté d'expression. Oui, alors pour ce dessin à gauche, j'ai reçu des insultes. C'était suite à Charlie, bien sûr, mais c'était en 2015. Et les gens n'ont pas compris. Et donc, il s'agissait justement de Jésus, qui est le symbole même de la foi. Et qui a eu les couilles de sa foi, puisqu'il n'a pas lâché prise, et donc du coup il a été crucifié. Et bon nombre d'entre nous abandonnent, et donc je ne suis pas en train de dire aller vers l'Église, je suis pas un homme d'église, mais ça ne m'empêche pas de récupérer donc des codes, des symboles. C'est un homme de foi, et par conséquent, imaginons qu'il pensait ainsi. Il y en a qui n'ont pas compris qu'il ne fallait pas le prendre au premier degré. Alors sinon, le deuxième dessin sur
C'était clairement la référence à Charlie, Ouais, Hebdo, à l'attentat. j'étais super touché ce jour-là, je me souviens. Et j'étais hyper secoué parce que quand ça s'est passé, j'ai envoyé un SMS à T-News parce que je ne savais pas si toi aussi il était dans cette affaire-là. Bon, finalement, pas de réponse, machin. Après, j'ai compris qu'il était là-dedans, quoi. Ouais. C'était super dur. Un autre dessin, justement, puisqu'on parle de liberté d'expression, qui a fait pas mal réagir, ce dessin sur la femme qui n'a pas de prix mais qui en mérite 1000, avec ce code barre qui cache ce qu'il faut cacher. Ouais. Ça a fait réagir aussi. Oui, c'est à partir d'une peinture de Courbet, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et donc, que j'ai détourné. Et oui, ceux qui ne comprennent pas ne comprennent pas. Mais sinon, généralement, ça a été bien reçu. Il y a toujours des retardataires. On avance vite parce qu'on a beaucoup. On arrive presque à la fin de l'émission. Ouais. François, les Terres Saint-Ville aussi, ça font partie de tes engagements. Tu as voulu, je dirais, évoquer ce quartier. Oui, parce quartier populaire de Fort-de-France. Quartier populaire de Fort-de-France. Quartier historique de Fort-de-France. Historique de Fort-de-France qui mérite d'être connu. Et donc, j'ai écrit toute une série de textes sur ce quartier-là, parce que c'est le quartier que fréquentait aussi mon père. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait une résidence et à la Maison Rouge, et plus tard, j'ai fait une deuxième étape à l'Atrium, c'était en mars dernier, où donc j'ai sorti, nous avons fait une sortie de résidence avec un certain nombre de compositions. On va aller voir pour terminer l'émission. Il y a eu aussi ce voyage au Bénin en 2022, qui, je crois, t'a beaucoup marqué. Oui, parce qu'en fait, j'étais parti pour une résidence d'écriture, et pour un docu dont l'écriture est terminée. Et donc, voilà, donc ça c'était une école vaudou à côté, donc j'ai trouvé ça génial, non pas parce que c'était une école vaudou, parce que comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout religieux, mais je respecte les différences, chacun dans son trip. Et là, en fait, ces enfants-là apprennent non pas la partie spirituelle à cet âge-là, ils apprennent tout ce qui est plantes. Et je trouve ça vachement intéressant. On aurait pu avoir ça ici. Et donc la connaissance des plantes. Et puis à gauche, c'est Ganvier qui pour moi est un peu le symbole lié à la Martinique, et dont je parle dans ce documentaire-là. Ganvier qui est Alors Ganvier est un lac lacustre qui se trouve au Bénin. Et donc lacustre, c'est-à-dire ce sont des maisons, c'est un village sur l'eau. Et c'est très beau. Et quand on va là, il ne faut pas rater ce coin-là. Et pour moi, en fait, Ganvier c'est comme la Martinique, parce qu'en fin de compte, ça s'est construit. Ce sont des gens qui ont fui l'esclavage, en fait. Et donc, ils ont fui, donc du coup, ils se sont retrouvés sur ce lac-là, et donc ils ont créé une nouvelle société, un peu comme nous. Et au lieu d'avoir des îles, on a des petites maisons qui sont posées comme ça, comme des fleurs, sur l'eau, et ils ont créé une nouvelle langue, ils ont des nouvelles divinités, etc. Et c'est génial. On va voir deux de tes dessins très récents. Un dessin qui fait référence à la lumière, allégorie de la lumière. Tu peux nous expliquer? Oui, en fait, un matin, chez moi, je regarde le ciel. Enfin, un matin, il faisait encore nuit et les étoiles étaient encore présentes. Et puis, progressivement, alors là, évidemment, comme d'hab, je m'en vais là-dedans. Et au petit matin, comme ça, qui arrive, le soleil prend place et efface les étoiles. Et je me suis dit, en pensant au mythe de la caverne, de Platon, que finalement, cette lumière, qui est le symbole de la connaissance, qui est le soleil, est venue, s'il ne se couchait pas, en fait, compte, il ne nous permettrait pas de découvrir les étoiles qu'il y a derrière. Donc, qui fait qu'une connaissance ne doit pas nous empêcher d'avoir d'autres connaissances. Il ne faut pas, je ne sais plus comment je l'ai dit, en tout cas, il ne faut pas se laisser aveugler par nos convictions. Ouais. Et puis ce dessin où on voit comment l'actualité peut s'entrechoquer entre la flamme olympique et puis ces flammes qui détruisent Gaza. Ouais, c'est super dur. On n'est pas là, on ne vit pas leur truc. Et il faut éviter aussi de vivre leur truc, quoi, puisqu'ils le vivent déjà. Mais c'est super dur. Et ça, tu mets... pour toi, il est important aussi de dénoncer. Là, en l'occurrence, tu dénonces ce que vivent aujourd'hui les habitants de Gaza. Oui, bien sûr. Et puis, nous sommes de grosses brutes, nous les humains. Parce que
c'est pas Netanyahou, c'est pas. Je veux dire, c'est nous les humains. Les grosses brutes, c'est nous les humains. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est noir, qu'on est blanchi. C'est-à-dire que demain, on peut être aussi horrible que ces gens-là. Et donc, il faut être vraiment vigilant. On n'est pas sauvés. On termine en musique. On va regarder deux extraits d'un spectacle que tu as donné récemment à l'Atrium, et puis on en reparle en concluant. Papa Dombala, côté où t'es passé. Papa Dombala, oh là t'es serré. Papa Dombala, où t'es en calme. Toi, papa d'Ambala, au traverser grande l'eau. Les amis passent la caille, yo passé prend un petit feu, yo toutes ces des mal parlant, yo teni pour sa parler, yo commencé si hacker, parole à parler sorti, tout ça yo teni pour dire, qu'à somme ça qui compliqué, ti pour le moins toujours marré, ma fourni en cage en or, ini tout ça y télé, malgré ça. Ma faute chapé, yo dis-moi, faut veiller les affaires, yo dis-moi, faut tchemper pour nous, yo dis-moi, veillez ti poule, moi, yo dis-moi, faut veiller les affaires, yo dis-moi, faut tchemper pour nous, yo dis-moi, veillez ti poule, moi. Voilà, le guitariste a fait du chemin depuis la photo qu'on a vue au début de l'émission. Et là, en fait, c'est une sorte de résidence, de création, en fait, que tu as proposée à l'Atrium il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Ça s'est passé au mois de mars. Et j'ai eu la chance d'avoir de bons musiciens, une belle équipe. Et donc, j'avais Daniel Dantin, j'avais Alexandra d'Église, j'avais Ralph Lavital. Et on a formé une très belle équipe. Et Alexandra, c'était ma maman, toujours très bienveillante. Et la musique, donc, c'est une autre forme d'expression, puisque tu t'exprimais notamment avec un crayon. Et là, aujourd'hui, tu... En fait, justement, c'est des histoires. En fait, j'ai envie de raconter des histoires. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec la musique, c'est l'émotion. Ouais. Et c'est très profond. Quand je regarde Dambala, qu'on a écouté au tout début, ça m'a été inspiré quand j'étais au Bénin. Et Dambala, c'est une divinité africaine et qu'on retrouve aussi dans le vaudou haïtien. Très bien. Donc, peut-être bientôt en téléchargement, ces titres. J'espère bien, oui. On va voir comment les choses se poursuivent. Merci beaucoup, François. On a beaucoup débordé. Merci vraiment d'avoir retracé ton parcours avec nous. Ton parcours est encore... Il y a plein de choses à venir, sans doute. On aura l'occasion d'en reparler sur Zitata. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir vu le jeu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Zitata. Très bonne soirée ou très bonne journée.